Bonjour à tous, donc Sébastien Roux, élu à la Chambre d'agriculture des Côtes-d'Armor et de Bretagne, donc producteur de lait sur la commune de Plémet dans le 22, et donc élu référent sur le dossier installation-transmission et donc on a fait ce webinaire sur l'engagement des femmes en agriculture. Et donc, pour mon nom, c'est un moment important. Donc, conjointement, du coup, avec Marie-Christine, avec le groupe Égalité Parité. Et donc, on remercie déjà tous ceux qui participent à ce webinaire. Donc, les témoins Ophélie et Marie qui partageront leur expérience. Et donc, le déroulé du webinaire, ça sera une partie consacrée aux chiffres. Donc, où sont les femmes en agriculture avec Anne Bertagnolo, Marie-Isabelle Lebars et Nabila Aguin. Et donc, une seconde partie qui sera dédiée au témoignage. Et entre les parties, donc, un temps d'échange qui sera consacré. Donc moi, effectivement, je vais commencer par vous faire une présentation de la place des femmes en agriculture en Bretagne, donc dans l'emploi agricole en Bretagne. Donc je précise, je vais utiliser deux sources de données, donc principalement les données du recensement agricole, et notamment via une publication qu'avait fait la DRAF il y a quelque temps sur ce sujet de la place des femmes en agriculture. Et puis aussi, je compléterai avec quelques données de la MSA, la Mutualité sociale agricole. Alors déjà globalement, donc les femmes, elles représentent 30% des actifs agricoles permanents en Bretagne. Donc ça fait à peu près 17 000 femmes actives permanentes. Alors comment elles se répartissent? Donc vous voyez, donc, on a à peu près un peu moins de 10 000 femmes qui ont le statut de chef d'exploitation. Et parmi si on regarde sur l'ensemble des chefs d'exploitation, les femmes représentent 27%. De l'autre côté, on a des salariés permanentes non familiales qui sont un peu plus de 4 000. Et donc là, quand on regarde sur l'ensemble de la population des salariés permanents, les femmes représentent 32%. Et puis, on a un peu moins de 2800 autres actifs familiales. Donc là, c'est une part plus importante de cette population, puisqu'elle représente 44% de cette population. Et donc là, ce qu'on peut dire, c'est que parmi ces femmes, alors, toutes n'ont pas le statut d'active agricole, alors il y en a à peu près 1 millier qui a le statut de conjointe collaboratrice. On va voir aussi des salariés familiales qui sont ici, mais je vous avoue que je ne sais pas trop le nombre que ça représente. Mais on sait qu'on a aussi, dans ces autres actifs familiales, des femmes donc, qui n'ont pas le statut d'active agricole. Donc, ce sont des femmes qui vont aider de manière régulière sur l'exploitation, donc pour un nombre d'heures plus ou moins important par semaine. On peut retrouver notamment des femmes qui travaillent à l'extérieur, mais qui n'ont pas et puis, qui n'ont pas le statut agricole, mais qui vont aider ponctuellement sur l'exploitation. Et si on regarde en termes d'évolution, comment évoluent les choses depuis la fin des années 90, ce qu'on voit, c'est que alors, ce qui est flagrant, là, c'est que cette population des autres actifs familiales, au départ, c'était vraiment la majorité des femmes. Hein, et là, pour le coup, je pense que très peu avaient un statut agricole. Donc, en fait, c'était un peu une main-d'œuvre invisible. Hein, et donc, qui, au fil du temps, on voit, hein, c'est réduite. Et donc, de plus en plus, elles ont pris leur place, notamment en s'installant donc comme chef d'exploitation, voilà, pour avoir des droits plus importants, des droits sociaux plus importants, et puis acquérir aussi une forme de reconnaissance de leur travail et de leur implication sur l'exploitation. Et puis on voit aussi que la part des salariés a augmenté également, ce qui est valable pour l'ensemble des actifs agricoles. Alors, juste ce même graphique, en fait, mais là en nombre, avec en très plein donc le nombre de femmes et puis en très pointillé les hommes. Donc là, ce qu'on voit, c'est pas. Alors, si on reprend pour les autres actifs familiales, donc on voit les femmes là qui avaient qui est sur l'exploitation, mais dont le nombre a vraiment beaucoup chuté depuis la fin des années 90. Les hommes aussi, mais ils étaient quand même beaucoup moins nombreux. Et puis voilà, alors on est sur des effectifs quand même beaucoup moindres par rapport à la fin des années 90. Pour les chefs d'exploitation, là, c'est un peu l'inverse. On avait beaucoup d'hommes et donc le nombre de chefs a beaucoup baissé entre 88 et 2000. Les femmes étaient déjà beaucoup moins nombreuses et leur nombre a baissé moins vite que les hommes sur cette période. Et puis maintenant, les tendances sont plus. Les évolutions se resserrent, disons, et les évolutions sont, en tout cas, entre 2010 et 2020, sont assez proches pour les hommes et les femmes.
Et voilà, on voit ces femmes qui acquièrent un statut de chef d'exploitation. Et puis les salariés, donc là, bon, c'est petit, mais alors je précise, hein, on n'est que sur les salariés permanentes. Il faut savoir vous savez qu'il y a de la main-d'œuvre occasionnelle en agriculture, donc ou saisonnière, qui n'est pas comptée ici. Ce qu'on ne voit pas bien ici, c'est que bon, le salariat augmente de manière globale en agriculture. Et sur cette période-là, ce sont surtout les femmes qui ont augmenté, donc beaucoup plus vite que les hommes. Mais bon, c'est vrai qu'il y en avait très, très peu en 88. Et donc, voilà, leur nombre a augmenté assez rapidement dans le salariat agricole. Alors, je vais faire quelques diapos sur les agricultrices, plus spécifiquement, donc pour les caractériser un peu. Donc déjà au niveau de l'âge, alors vous voyez déjà les âges moyens des agriculteurs en général, on tourne autour de 50 ans. Donc là, pour les femmes, elles sont un peu plus âgées, 51,5 ans en moyenne. Donc c'est 2 ans de plus que les hommes. Et on voit en fait qu'elles sont donc globalement moins représentées dans les classes d'âge les plus jeunes. Donc là, regarde les moins de 40 ans, voilà, elles sont que 15% contre 21% chez les agriculteurs hommes, et plus représentées donc, dans les classes d'âge les plus âgées de plus de 55 ans et plus. Donc ça montre notamment qu'elles arrivent plus tard dans le métier, elles s'installent plus tard, notamment quand les... Alors il y a différentes raisons, on verra ça dans la partie installation, notamment avec Marie-Isabelle, mais notamment quand les enfants sont grands, ou après avoir travaillé quelques années à l'extérieur, ou après avoir eu le statut de conjointe, et après elles décident de s'installer avec le statut de chef d'exploitation. En termes de formation et d'acquisition de compétences, donc toujours chez les agricultrices, alors là quand on regarde les agricultrices de moins de 40 ans, on voit qu'elles sont moins formées dans le domaine agricole. Donc, vous voyez ici que parmi les agricultrices, seulement 25% n'ont aucune formation agricole, alors que c'est que 8% chez les hommes. Par contre, les femmes agricultrices ont un niveau de formation générale plus élevé que les hommes. Alors, ce qu'on constate dans l'ensemble de la population, mais là, on le voit aussi donc, dans le secteur agricole. Donc, elles ont, pour 56% d'entre elles, ont fait des études supérieures au bac, alors que c'est seulement 30% pour les hommes. Et ça caractérise sans doute aussi le fait qu'elles ont eu un parcours professionnel, enfin en tout cas pour certaines, donc un parcours autre que dans le domaine agricole avant de s'installer. Alors une fois qu'elles sont installées notamment, donc on voit que par contre là, elles se forment moins que les hommes. Si on regarde donc au niveau des formations proposées et financées par le Vivea, donc qui finance la formation des actifs non salariés agricoles, on voit qu'elles représentent 27% donc des contributeurs, donc finalement des bénéficiaires potentiels de formation, mais qu'elles ne représentent par contre que 22% des bénéficiaires réels de formation, ce qui conduit à un taux d'accès des femmes à la formation donc de 20%, alors que c'est 26% pour les hommes. Donc voilà, elles se forment moins. Et quand on regarde les thématiques de formation dans lesquelles elles vont plus spécifiquement, donc là, on a regardé les formations proposées par la Chambre d'agriculture. Et donc, on voit qu'elles sont très représentées donc, dans tout ce qui est formation en circuit court et accueil à la ferme. Donc là, elles représentent les 2/3 des stagiaires. Elles sont aussi très représentées dans tout ce qui est gestion, stratégie d'entreprise et puis gestion des ressources humaines, vous voyez, avec 37% de femmes et 32% de femmes. Et puis aussi en agriculture biologique. Par contre, on va moins les retrouver donc, dans des formations peut-être plus techniques, alors en tout cas production végétale, environnement, et puis tout ce qui est maintenance agroéquipement. On trouve moins de femmes. Alors, dans quel type de structure on les retrouve, donc en termes notamment de statut juridique ou type d'exploitation. Donc déjà, on peut voir que dans 65% des exploitations, il n'y a pas de femme il n'y a aucune femme qui a le statut de chef d'exploitation agricole. Donc, ce sont des exploitations exclusivement masculines en termes de chef d'exploitation. Et puis, dans 35% des cas, donc il y a des femmes. Donc, dans 15%, c'est des exploitations exclusivement féminines et 20% des exploitations mixtes. Ce qu'on constate aussi, c'est les femmes sont sur des exploitations en moyenne de plus petite taille, de plus petite dimension. Donc, on le voit là avec 2 critères. Alors, on regarde les exploitations individuelles puisque c'est plus facile après pour faire des comparaisons entre les hommes et les femmes.
Donc on voit qu'en moyenne, les femmes sont sur des exploitations de 22 hectares de moyenne, alors que les hommes, ça va être 39 hectares, et dans des exploitations qui ont un potentiel économique de production de l'ordre de 84 000 euros contre 137 000 euros pour les hommes. Et tout ça, ça va être en lien notamment avec le type de production qu'elles choisissent aussi. Hein. Les deux vont être liés, on va le voir aussi tout à l'heure dans les productions. Et puis, dernière chose, alors là, en termes de statut juridique, donc si on regarde déjà en 2000, donc là, c'est les graphiques de droite. Donc, quand vous avez la répartition des femmes par statut juridique de l'exploitation et puis là, pareil pour les hommes. Donc, grosso modo, en 2020, la répartition, elle est assez semblable, hein, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Vous voyez, par exemple, on a 28% de femmes qui sont en individuel, c'est 31% pour les hommes. Bon, vous voyez, c'est assez proche pour les deux. Ce qui est très notable, hein, c'est l'évolution depuis 2010. Alors, pour tout le monde, hein, ça c'est vraiment la tendance générale, la part des agriculteurs en individuel a diminué. Hein. Donc, vous voyez, les femmes, c'est passé de 35% à 28%, les hommes de 42% à 31%. Mais aussi, on voit surtout pour les femmes l'effet de la loi de modernisation agricole de 2010, qui a donné la possibilité donc, de constituer des GAEC entre épouses seules. Et donc, on voit que... Alors, avant, les femmes en société, quand elles étaient avec leur mari, elles étaient surtout en EARL. Donc là, elles étaient leur part était importante avec 37% de femmes en EARL. Donc, ça a baissé à 29% donc en 2020. Et puis, à l'inverse, donc la part des femmes en GAEC est passée donc de 19% à 33% sur la période. Alors, maintenant, dans quelle production on va les retrouver? Alors là, je passe aux données de la MSA. Donc, on est sur un champ un petit peu plus large d'activité. On va intégrer dans les secteurs, donc notamment le paysage, les entreprises de travaux agricoles et les travaux forestiers, où vous voyez que la part des femmes est vraiment très limitée dans ces secteurs, hein, de 5 à 10%. Donc là, on est bien sur les femmes, la chef d'entreprise, chef d'exploitation. Donc, très peu de femmes dans ces secteurs. Donc, ce qui fait que là, on a une moyenne de femmes. Donc, c'est le bâton noir qui représente la moyenne des femmes, donc là, qui est à 25%. Et donc, par contre, alors, on va les retrouver de manière plus importante, en part relative. Donc, elles sont surreprésentées donc, dans certains secteurs. Alors, autre secteur, en fait, on va retrouver essentiellement les activités hippiques, voilà, les centres équestres, des choses comme ça. Alors, elles sont très peu nombreuses. Hein, il y a peu d'exploitation dans ce champ-là, mais voilà, c'est beaucoup de femmes, hein, 53% ici. On va les retrouver aussi beaucoup donc, en élevage ovin, caprins, chevaux, avec 47%, élevage de volailles et de lapins, 34%, donc finalement des plus petits animaux, hein, pourrait-on dire. Dans les autres élevages aussi 33%, donc là, je n'ai pas le détail des autres élevages, mais on peut se dire que c'est des élevages d'animaux moins classiques voilà, que les autres productions animales qu'on retrouve donc plus classiquement en Bretagne notamment. Et puis aussi, alors, on les retrouve de manière un peu importante donc en tout ce qui est maraîchage, floriculture, notamment aussi tout ce qui est horticulture en fait, donc avec une part de 30%. Et par contre, on va les retrouver un peu moins en élevage porcin, à 22%. Et par contre, ce qu'on voit là en termes d'effectifs, hein, c'est logiquement, c'est les femmes, on va les retrouver en nombre plus élevé, donc en élevage bovin-lait, hein, qui est bien sûr la production dominante, l'activité de production dominante de la région. Donc là, avec à peu près un peu moins de 3500 femmes. Et puis, dernière diapo, donc, qui est un peu la même chose, mais pour les salariés, puisque je n'en ai pas trop parlé. Donc, toujours avec les données de la MSA. Donc là, on n'est plus que sur les salariés permanentes, comme tout à l'heure, mais sur l'ensemble des salariés, donc salariés permanents, saisonniers, occasionnels. Donc là, on a une moyenne donc à peu près un tiers de femmes, hein, toute production confondue. Alors, comme tout à l'heure, je commence par ça, on voit qu'elles sont, comme pour les chefs d'exploitation, très peu représentées dans tout ce qui est paysage, entreprise de travaux agricoles ou travaux forestiers. Puis bon, ça c'est... Bon, là, on a très peu d'effectifs. Voilà, je passe. Comme tout à l'heure, on va beaucoup les retrouver dans le monde du cheval, des centres équestres, du haras, de l'entraînement de chevaux. Bon, mais sur des tout petits volumes, hein, bien sûr, mais voilà, c'est quasiment les 3/4 des salariés là sont des femmes.
On les retrouve en culture spécialisée, donc tout ce qui est légumes, maraîchage, horticulture, hein, donc avec 44% de femmes. Et donc là, on est sur des volumes assez importants, notamment aussi parce qu'on a beaucoup d'emplois saisonniers dans ce secteur. Et puis après, alors ce qui est un peu compliqué ici, c'est que le lait en fait va être dispersé entre tout ce qui est culture élevage non spécialisé. On va avoir des salariés en lait. Et puis, on aura aussi un peu en élevage de gros animaux. Donc, vous voyez, on est à peu près à 30, un peu plus de 30% pour chaque. Gros animaux, on va avoir aussi le porc. Et puis, où on va les trouver aussi particulièrement, c'est en élevage spécialisé de petits animaux. Donc, notamment, on sait qu'on a pas mal de femmes, notamment dans les couvoirs. Donc, voilà. Écoutez, j'ai fait le tour. Donc, je vais peut-être arrêter mon partage. Je crois qu'il y aura une séquence de Marie-Isabelle. De questions dans le chat, n'hésitez pas. Et pendant ce temps-là, Marie-Christine pourrait se présenter, en fait, elle vient d'arriver. Bonjour à toutes et à tous. Je suis membre de la Chambre et surtout présidente du groupe de travail égalité parité à la Chambre d'agriculture, dont fait partie le travail qui vous est présenté. Donc un travail qui a été fait en collaboration donc avec Nabila et puis la MSA et d'autres instances. Un travail qui était important pour voir, voilà, on dit les femmes ne sont pas beaucoup dans l'agriculture, alors on a voulu faire ce travail pour préciser tout cela et pour pouvoir après, lors de nos réunions, surtout après lors des présences dans nos où on peut être, et puis sur les différents types d'élevage et différents types d'agriculture qui fait notre Bretagne. Marie-Christine, on t'entend pas très très bien. Je pense que peut-être soit tu essaies de te retrouver un endroit où on t'entend mieux. Sinon, peut-être proposer à Marie-Isabelle de continuer sur l'installation. Oui, voilà, continuer alors à ce moment-là avec Marie-Isabelle. Je suis désolée parce que j'ai eu du mal à me connecter et en plus, c'est pas aussi simple que ça pour capter là. Je ne sais pas si vous m'entendez mieux là. Ça va mieux. Puis il y a aussi il y a Sébastien qui est là aussi. Qui participe à ce webinaire organisé par voilà. Bon. C'est pas facile. Bon, merci Marie-Christine. Merci Marie-Christine. Je prends le relais, du coup, merci beaucoup. Et si tu arrives à mieux te connecter, on te reprend dans la séquence de questions et au cours du webinaire. Bon, en tout cas, bonjour à toutes et tous. Donc, je me présente à Marie-Isabelle Lebar. Je suis chargée de mission régionale installation-transmission pour la Chambre d'agriculture de Bretagne. Et je travaille sur un observatoire. On a une mission de service public d'observatoire de l'installation-transmission. Donc, voilà, c'est un document, je ne sais pas si vous le voyez. Je vous mettrai le lien dans le chat tout à l'heure pour ceux que ça intéresse. Et chaque année, on regarde effectivement les chiffres clés de l'installation. Ça nous permet de suivre, d'évaluer, de partager et d'ajuster éventuellement des dispositifs. C'est un outil aussi de pilotage des politiques publiques. Et on regarde bien évidemment la place des femmes en agriculture. Donc, j'ai fait le petit exercice pour 2023. Donc, c'est l'installation aidée qu'on connaît à la Chambre d'agriculture. Ce n'est pas que toute l'installation ne nous intéresse pas, mais c'est les données qu'on a de façon plus ciblée. Et vous voyez d'ores et déjà qu'on a mis une jeune femme sur cette plaquette chiffre clé. Donc, on fait attention dans le cadre de notre charte de communication de donner de la visibilité aussi aux femmes. Donc, c'est vrai que l'installation, ça nous permet de voir un peu en avant-première finalement ce qui se passe au niveau de l'agriculture. Donc, avant de rentrer sur la place des femmes en agriculture, l'installation aidée en 2023, donc vous avez la carte de France par grande région. On était à 432 installations aidées l'année dernière. Ce n'est pas très important, c'est plutôt une petite année. On est, vous voyez, depuis 2009, autour de 480 installations aidées en Bretagne. C'est plutôt lié à un changement de programmation. Vous voyez, on avait un changement de programmation en 2015, on avait le Covid en 2020. C'est en général des chiffres qui se lisent sur l'année. Donc là, on démarre quand même sur les chapeaux de roue. Donc voilà, on espère que ça va se lisser et qu'on n'est pas sur une baisse de l'installation. On a du monde dans le dispositif, on a beaucoup de demandes, même si ce n'est pas suffisant pour avoir un renouvellement des générations suffisant, puisqu'on est toujours à une installation pour 2 départs. En tout cas, il y a plutôt un effet un petit peu administratif sur 2023 et on espère que
que l'installation sera aussi au rendez-vous et les signes sont plutôt bons en ce début d'année. Donc voilà pour l'installation aidée, sachant que avec les chiffres de la MSA, on peut estimer l'installation autour de 750 installations de moins de 40 ans, puisque vous savez que les personnes de plus de 40 ans ne sont pas éligibles à la DJA. Et ça fait du coup 2/3 à peu près d'installations aidées, sachant que les causes principales de la non-éligibilité aux aides, c'est souvent la capacité professionnelle ou l'incapacité à dégager un revenu disponible agricole minimal d'un SMIC à 4 ans. Mais ça, c'est aussi une donnée relativement stable. Donc voilà pour poser peut-être un petit peu juste le paysage. Donc s'il y a des questions, pas de souci pour le chat et je vous mets le lien des chiffres clés dans le chat tout à l'heure. Donc, si on regarde l'installation des femmes en Bretagne, donc source installation et des chambres d'agriculture, vous voyez l'évolution. Donc, c'est relativement stable. Hein. On est autour d'un quart, en gros, d'installation de femmes depuis pas mal d'années. Depuis 2022, on est à 30%, 29% en 2021, 30% l'année dernière. Les premiers chiffres de début d'année, on est aussi autour de 30%. Donc, on a l'impression qu'il y a un léger fléchissement. Alors, c'est largement pas suffisant et ça justifie bien sûr d'avoir des webinaires comme aujourd'hui pour nous mobiliser et promouvoir l'installation des femmes. Mais en tout cas, on a peut-être une légère inflexion depuis quelques années avec ce 30%. Donc, je vous rappelle, hein, les chiffres de Anne, c'était 30% effectivement de femmes en agriculture et 27% des chefs d'entreprise. Donc, c'est peut-être une légère augmentation au niveau des chefs d'entreprise. Si maintenant je regarde un petit peu les caractéristiques, alors au-delà des généralités, hein, chaque projet est unique et il ne s'agit pas de faire des généralités, mais on a une petite caractérisation quand même de l'installation des femmes si je regarde au travers des moyennes. Donc, il y a eu 130 installations de femmes en 2023. Donc, je vous ai mis les chiffres en bleu des caractéristiques des hommes pour pouvoir comparer. Donc, 32 ans. Les femmes s'installent un peu plus tard, 3 ans un peu plus tard que les hommes. Donc, c'est quelque chose qu'a évoqué Anne tout à l'heure. C'est vrai que souvent, elles ont un cursus avant. Il y a aussi la vie familiale qui fait que, effectivement, elles arrivent parfois un peu plus tard que les hommes, en moyenne. On a un peu plus de projets de création versus projets de reprise. Donc, sur des plus petits fonciers, sur des projets un petit peu différents, pour de multiples raisons. Alors qu'on est à 17% pour les hommes. Donc là, on voit qu'il y a quand même une différence. En individuel, donc ça reprend aussi ce que disait Anne tout à l'heure, on a de moins en moins de différence sur le statut entre les hommes et les femmes. Elles s'installent aussi en individuel, elles ont leur propre projet. Ce n'est pas forcément des femmes qui s'installent avec leur époux. On est sur aussi de plus en plus de femmes qui portent leur propre projet. Une SAU plus petite, et vous allez le voir en lien aussi avec les productions où elles s'installent préférentiellement. Un peu plus hors du cadre familial, 56% pour les hommes, 48%, et elles s'installent davantage en agriculture biologique, 52% des femmes contre 33% des hommes. Donc voilà, il y a des différences effectivement globalement entre l'installation des hommes et des femmes, mais on se rend compte au fil des années, et pour ceux que ça intéresse, on pourrait comparer à 10 ans, c'est des différences qui s'estompent peu à peu. On a de moins en moins de différentiels entre les projets des hommes et les projets des femmes, et c'est des choses qui se rapprochent peu à peu. Dans quelle production elles s'installent préférentiellement. Donc là, vous avez en vert l'installation des femmes pour les productions principales et on voit effectivement que les deux postes, les deux productions principales où elles s'installent, c'est en maraîchage, 34% d'entre elles contre 13% pour les hommes et 32% en lait. Donc les deux productions principales, c'est clairement le maraîchage et le bovin lait. Après, on les retrouve dans d'autres productions assez proches des hommes, sauf pour autres herbivores, où là, on est sur les projets ovins, caprins, équins, où clairement, on a 2 fois plus de femmes que d'hommes. Donc, c'est des choses assez classiques au fil des années, mais je vous dis qu'ils s'estompent quand même un petit peu dans le temps. On regarde aussi un autre indicateur qui nous paraît important, c'est les demandes au point accueil installation. Donc, on a 2000 porteurs de projets qui nous appellent chaque année avec une envie d'installation. Parmi ces 2058 porteurs de projets de 2023, on avait 800 femmes qui nous ont appelés avec une envie d'agriculture, ce qui fait 39%. Donc, c'est vrai que vous voyez 30% d'installation, 39% qui ont envie de s'installer. Donc, clairement, il y a une partie des femmes qui ne s'installent pas
ou en tout cas qui reportent leur projet. Et on avait fait une étude sur les freins à l'installation et on est en train d'en refaire une. Donc, clairement, il y a des freins qu'on rencontre en particulier côté installation des femmes. En moyenne, elles sont un peu plus âgées. On retrouve les chiffres là avec ce décalage pratiquement de 2 ans qu'on voit au fil du temps. 23% ont plus de 40 ans, alors que les hommes, c'est 20%. Donc, c'est pareil, hein, forcément, elles sont un peu plus âgées. Donc, on retrouve davantage de femmes de plus de 40 ans qui ont eu une autre carrière avant. Sans diplôme agricole, un peu plus vrai chez les femmes. Hein, ça reprend aussi ce que disait Anne avec des femmes qui ont parfois un autre parcours dans d'autres secteurs. BPREA, 19%, donc c'est formation pour adultes, et donc c'est tout à fait cohérent avec les chiffres au-dessus. Des projets de création, cadre familial, 34%, alors que pour les hommes, 41%. Et les orientations, c'est-à-dire qu'au point accueil installation, en fonction de leurs projets, de leurs envies, de leurs besoins et de leurs décisions, on va les orienter vers le dispositif d'installation pour s'installer, donc 5%, alors que 58% pour les femmes. Donc c'est vrai que les femmes prennent un peu moins cette décision de s'installer pour différentes raisons. Elles sont plus en recherche de foncier, elles ont plus de difficultés à accéder au foncier. Elles sont plus souvent sur des projets en réflexion, elles sont souvent moins avancées et parce que c'est des projets aussi parfois différents, mais aussi parce qu'elles ont plus de mal parfois à convaincre des cédants pour la reprise du foncier ou parfois à convaincre des banques sur la viabilité de leur projet ou en tout cas pour être crédibles dans le cadre du montage de leur projet. Et puis, elles sont plus nombreuses aussi à demander l'acquisition de la capacité professionnelle, puisque plus souvent sans diplôme agricole. Donc, à la fois cette étude qu'on avait fait il y a 2 ans maintenant et qu'on est en train de faire, mais aussi le retour des conseillers, on se rend compte qu'il y a des freins quand même spécifiques aux femmes, même si c'est de moins en moins le cas. Des freins à l'accès aux compétences. Elles ressentent parfois une certaine discrimination du monde agricole, même si c'est de moins en moins le cas, c'est quand même évoqué. À l'accès aux aides pour des situations familiales, le soutien de leur famille par rapport à l'âge, l'accès au foncier, la confiance en elles-mêmes, mais aussi la confiance que peuvent donner les partenaires en leur projet, et notamment dans l'accès aux capitaux et l'accès aux garanties et au crédit bancaire. Et aussi parce que, quelque part, c'est un petit peu la double peine quand on a un projet de création où on n'a pas beaucoup de référentiels. Être une femme, parfois, on combine différents critères qui rendent parfois l'installation difficile. Donc, voilà un petit peu des ressentis qui fait qu'aujourd'hui, on a invité aussi des personnes à témoigner et pour essayer de lever ces freins collectivement. Donc, dans notre travail, c'est dans le cadre de l'accompagnement, c'est de communiquer sur les expériences des femmes, c'est témoigner, c'est casser des idées reçues. Donc vous avez un extrait, par exemple, d'un témoignage qu'on a dans la plaquette chiffres clés pour montrer effectivement et donner aussi envie peut-être à des femmes porteurs de projets de s'installer. Et puis, on a un travail aussi avec de la communication, des guides pour casser les idées reçues en installation et notamment de bien rappeler que ce n'est pas du tout réservé aux hommes et qu'on peut s'épanouir et s'installer en étant une femme. Et je pense que c'est ce que vont nous témoigner Marie et Ophélie. Je vous remercie et je vous mets le lien dans le chat et on prend les questions s'il y en a. C'est fait, Nabila, merci beaucoup. Alors, il y a une question sur l'installation non aidée. Alors, je ne sais pas si Anne, on a des chiffres de la MSA. En général, les non aidés, on est plutôt à 32%. Je vous communiquerai la donnée, je ne la connais pas, parce qu'on a toujours des difficultés à récupérer les données MSA un peu en décalé. Mais effectivement, on a avantage de femmes qui ne sont pas aidées pour les raisons à la fois beaucoup de capacités professionnelles, notamment et de diplômes agricoles et d'accès aux aides, mais aussi parce qu'elles s'installent plus tard. Et donc, elles ne sont pas éligibles au titre de l'âge. Dans les dispositifs, justement, par rapport à ce problème d'accès, notamment de besoin de garantie, il y a un dispositif qui existe, qui est proposé par France Active, Égalité Femmes, qui apporte des garanties et qui facilite justement l'accès au crédit bancaire. Sinon, c'est vrai que la plupart des dispositifs sont non-genrés, mais ça peut permettre de faciliter et de garantir certains projets de femmes, à l'instar des autres secteurs d'activité.
les femmes s'installent plus hors cadre familial. Or, on sait que c'est compliqué de s'installer hors cadre familial. Ne pourrait-on pas prévoir des dispositifs d'action pour les femmes au vu de cette double difficulté? Je sais que c'était une demande du réseau GAB-FRAB. Ça n'a pas été retenu pour des raisons de simplification. Après, je sais que c'est moyennement satisfaisant, mais notre façon de travailler dans le cadre du 3P, donc du dispositif de préparation à l'installation, qui est le dispositif de professionnalisation personnalisée, c'est justement d'accompagner les personnes de façon personnalisée, c'est-à-dire en tout cas de pouvoir accompagner les femmes, de pouvoir les sécuriser, de pouvoir leur proposer des offres de formation, de pouvoir les aider à s'intégrer sur le territoire et dans des groupes, mais ce n'est pas des solutions non mixtes. Donc, effectivement, en tout cas, les conseillers les accompagnent et les écoutent. Voilà, nos élus sont aussi, et Sébastien Rouault l'a évoqué, c'est notre référent installation et il fait partie d'un groupe égalité-parité également. Mais en tout cas, il n'y a pas d'aide financière à part ce fonds de garantie spécifique pour les femmes. Ça n'a pas été retenu pour des soucis, notamment, enfin des raisons notamment de simplification, puisque la DGA, c'est 22 000 € de façon forfaitaire et il n'y a plus de modulation. Donc, effectivement, cette difficulté n'est pas palliée par, en tout cas, une aide financière au-delà du fonds de garantie. Ouais. Il y a une question de Josiane Méwas sur le nombre d'heures de travail de femmes qui aident sur les exploitations sans être déclarées dans les actifs. Effectivement, c'est un point qui va être un peu abordé lors de la troisième partie sur l'engagement, sur tout ce qui concerne la charge domestique et aussi le travail sur la ferme de femmes et d'autres aidants qui sont non déclarés. Après, pour compléter sur la partie hors cadre, c'est vrai qu'on a aussi un outil qui est un outil de mission de service public qui s'appelle le RDI, le répertoire départ installation, qui permet de mettre en relation les cédants en recherche de repreneurs et les porteurs de projets en recherche de foncier. Et c'est vrai que nos conseillers font très attention à ça auprès des cédants pour aider les femmes à mettre les pieds à l'étrier et pour casser un peu. Alors, c'est vrai qu'on a de moins en moins, mais c'était un peu le cas quand même ces dernières années de cédants qui sont assez méfiants vis-à-vis des projets féminins. Donc, c'est aussi le rôle des conseillers qui mettent en relation les cédants et les porteurs de projets, de les aider aussi dans cette étape et d'apporter un petit peu les éléments dont elles ont besoin et puis de sensibiliser les cédants aussi à la transmission à des projets différents. Mais j'ai envie de dire, on a un peu le même travail avec les gens qui ne sont pas issus du milieu agricole, avec parfois des productions différentes. Donc, c'est vrai que c'est un travail de sensibilisation des cédants, mais qui est fait également au quotidien. Tu reprends la main, Nabila. En fait, je vais te demander si tu veux bien continuer à projeter les diaporamas pour moi, parce que j'ai quelques difficultés avec mes écrans là en ce moment. Donc, on va aborder la troisième partie et on donnera la parole à deux témoins qui vont nous parler de leur parcours d'engagement et de femmes chefs d'entreprise. Donc, dans cette partie-là, nous avons souhaité, avec mes collègues, faire un zoom sur l'engagement des femmes dans les instances décisionnelles agricoles. Effectivement, elles sont présentes à 30%, elles s'installent aujourd'hui. Et quelle est leur place dans les organisations professionnelles agricoles? Le premier point que je veux bien rappeler dans cet échantillon, c'est que nous sommes repartis sur les élections Chambre d'agriculture et on a regardé les évolutions qui se sont passées entre 2007 et 2019 et on voit progressivement le nombre de femmes a augmenté dans les instances décisionnelles, dans les instances Chambre d'agriculture de Bretagne. Et il y a eu un facteur qui a été très, très, très positif, c'est la loi de 2012 qui a été déclarée, qui a été mise en application dès 2014, imposant aux chambres d'agriculture pour toutes les élections sur les listes électorales d'avoir un candidat de sexe opposé tous les 3 rangs, ce qui a amené à avoir plus de femmes déjà dans les listes et avoir un peu plus de femmes au niveau engagement. Quel que soit le collège, pour atteindre les 30% de femmes représentées en agriculture. La diapo suivante, s'il te plaît. Et donc, on a été regarder plus précisément qu'est-ce qui se passe dans les chambres d'agriculture de Bretagne, en particulier sur le dernier mandat 2019-2025. Et on se rend compte, vous avez les 4 chambres départementales, et on se rend compte que globalement, la barrière, l'objectif des 30%, il est plus ou moins
atteints pour les chambres d'agriculture, avec des disparités. Pour certaines, ils sont autour de 26. Enfin, tu pourrais augmenter, s'il te plaît, je ne vois pas très bien parce que, excuse-moi, c'est ma vue. De 26% et d'autres, ils sont au-delà des 34%. Donc, cet objectif, il est encore là. Les 30% ne sont pas encore atteints à 100% dans toutes les chambres d'agriculture de Bretagne. Et nous sommes allés regarder de plus précisément qu'est-ce qui se passe dans les bureaux décisionnels, c'est-à-dire au niveau des bureaux. Et on se rend compte que cette loi-là a pulsé la présence de femmes dans les instances décisionnelles agricoles. Néanmoins, les 30% ne sont pas encore atteints, même si aujourd'hui, par exemple, dans les chambres d'agriculture de Bretagne, à l'échelle régionale, des femmes portent des dossiers assez costauds, on va dire ça comme ça. Ça ne veut pas dire que les autres dossiers ne sont pas très importants, mais des femmes qui sont présidentes de commissions environnement ou d'autres commissions techniques qui sont portées par les femmes. Et au niveau national, dans les chambres d'agriculture de France, ce pourcentage, il est encore le 30%, il est encore très loin et il y a une seule femme dans le bureau chambre au niveau national. Donc, on voit bien que la loi existe, qu'elle a été mise en place, mais qu'il reste encore d'autres démarches volontaristes et peut-être réglementaires qui pourraient pulser la présence plus de femmes dans les instances décisionnelles agricoles. Alors, on a été voir un peu plus loin, qu'est-ce qu'il en est des coopératives? Alors, vous savez que c'est un travail assez méticuleux et assez minutieux, puisque ces chiffres-là, on ne peut pas les trouver d'une manière facile sur les sites Internet. Il faut passer par réseau, par enquête, etc. Donc, on a repris des données qui existent des COP de France, et on voit, c'est une enquête qui a été conduite en 2010, je crois que c'était fait en 2017 et 2019, et sur un nombre d'administrateurs, malheureusement, on se rend compte qu'à l'échelle nationale, que cette enquête a montré que en 2021, sur 764 coopératives, on relevait que seulement 9,7% de femmes sont présentes dans les conseils d'administration, alors qu'elles sont plus nombreuses en termes de cotisantes. Donc, si on va encore plus loin, dans la diapo qui suit, on regarde qu'est-ce qui s'est passé entre l'évolution. On voit qu'il y a quelques évolutions, mais elles sont très lentes. C'est vraiment la féminisation de ces instances, elle tarde à venir. Même si aujourd'hui, il y a des femmes qui sont de plus en plus présentes dans les organisations professionnelles. Je sais qu'il y a des coopératives qui ont mené des actions pour la féminisation de ces instances, mais le résultat, en tout cas, il tarde à venir, à savoir que ça reste quand même une situation assez délicate. Alors, les raisons, on pourra les évoquer après, et pourquoi et le comment. Alors, on va un peu plus loin dans une diapo la plus suivante. Donc, avec des collègues, on a réalisé un travail à titre indicatif qui n'a qu'un regard qualitatif. Ça a été fait dans le cadre d'un projet tutoré de licence professionnelle, AgriManager, porté par les chambres d'agriculture et l'UBS en 2024. Donc, ce sont des étudiants et étudiantes, ils étaient au groupe de 4, qui ont fait un petit travail, une enquête quantitative et qualitative. L'enquête quantitative, on ne va pas l'exploiter parce que les résultats sont très, très aléatoires et on parle d'éléments qu'on ne pouvait pas harmoniser. En revanche, nous avons récupéré les oui-dire et les on-dire de ces femmes et de ces hommes qui sont déjà engagés, qui sont administrateurs. Et ça m'a fait bien, il y a ce plafond de verre persistant ou ce plancher de vache qui colle. Et donc, elles et ils ont osé dire, c'est pourquoi les femmes, elles ne sont pas présentes dans ces instances? C'est les modes de fonctionnement calqués sur des modèles masculins. Réunion du soir, troisième mi-temps, conciliation des temps de vie privés et professionnels, la charge des travaux domestiques, la gestion de la famille qui sont imputés essentiellement aux femmes et que ce modèle traditionnel a du mal à évoluer. Le machisme, ça ce sont aussi des hommes qui le disent, le machisme persistant d'une manière visible ou invisible, ou des femmes qui ont osé briser ce plafond, elles ont du mal à trouver leur place et donc des fois elles abandonnent. Et aussi, et d'autres disent, c'est aux femmes de surmonter la barrière en s'engageant, gagner en confiance et en légitimité. Et toutes celles qui l'ont fait, elles ont trouvé aussi leur place. Et aussi de se dire le manque de réseau, de formation qui empêche ces femmes d'y aller plus loin. Alors, on leur demande quelles sont vos pistes et elles proposent de voir des nouvelles formes de gouvernance,
une coprésidence en binôme femmes-hommes, des présidences tournantes qui vont pouvoir peut-être rassurer et amener plus de femmes à la hiérarchie, enfin dans la pyramide de la gouvernance, de regarder ces gouvernances, qu'elles soient d'un autre modèle. Des groupes locaux de femmes en non-mixité pour gagner en confiance, ce sont des groupes qui existent, que ce soit dans les réseaux des chambres d'agriculture ou des réseaux des CIVAM ou AgroBio, et qui donnent des résultats assez intéressants sur l'acquisition de compétences et l'engagement des femmes. Cette question d'allocation financière pour la garde d'enfants et les tâches domestiques et les modalités de réunion qu'on retrouve aussi tout à l'heure, qui ont été évoquées. Et en tout cas, tous s'y s'accordent, ils sont tous convaincus qu'une réglementation peut briser ce plafond de verre et amener plus de femmes et de jeunes hommes, parce que je pense que ces questions-là, par miroir, elles se retrouvent aussi chez les jeunes garçons, enfin les jeunes hommes, qui permettraient d'avoir un peu plus de femmes dans les instances décisionnelles agricoles bretonnes. Voilà, donc c'était rapide et on va passer au concret. Nous avons 2 femmes. On répondra aux questions tout à l'heure. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, Marie-Isabelle et Anne? Ou peut-être on passe au témoignage et on répondra aux questions. Ça marche. Ça marche? Moi, je ne vois pas les questions, mais ça me va. Je ne sais pas, Marie, Ophélie. Pour répondre juste à la question de Josiane, c'est de dire ces questions. Effectivement, il y a un rapport d'Oxfam qui a pointé qu'aujourd'hui, il y a l'équivalent de 130 000 personnes, en particulier des femmes qui travaillent dans les exploitations agricoles, sans statut particulier. Et ça nous inquiète, parce qu'en 2017, le rapport des Sénats avait évoqué l'équivalent de 6 000 femmes sans statut. Et aujourd'hui, ce chiffre-là, il est quand même assez explosif. Ils remettent dans ce chiffre-là à la fois des femmes qui travaillent à l'extérieur et qui donnent un coup de main à leur conjoint pour la réalisation des travaux, soit la gestion administrative ou sur leur temps partiel ou le soir, ou pendant leur congé de maternité ou autre type de congé. Et ça englobe aussi des aides qui ne sont pas identifiées. Mais en tout cas, ce point-là que tu abordes, il serait particulièrement intéressant de l'explorer et d'aller plus en avant, ce qui remettrait ce qui aurait des conséquences sur les retraites et l'avenir professionnel. Pour revenir où sont les femmes, et nous avons 2 agricultrices qui sont chefs d'exploitation, donc je les remercie. Je pense à Marie et Ophélie, qui sont toutes les 2 installées pas depuis très longtemps et qui vont nous partager leur expérience, leur vécu. Et voilà, donc je donne la parole à Marie et Ophélie. Alors Marie, est-ce que tu peux te présenter et nous dire qui tu es? Et puis Ophélie, nous faire la même chose et nous dire pourquoi l'engagement, comment vous voyez l'engagement chez vous? Il n'a pas posé de problème particulier. Vous voulez que je commence? Vous m'entendez? Oui, vas-y. Ouais, oui, bon. Bonjour Marie, on t'entend. Bonjour. Donc voilà, moi je suis Marie, hein, j'ai 38 ans, je suis installée en maraîchage, voilà, avec mon mari en ERL depuis là en janvier 2024. Ça fait 2 ans que j'étais conjointe collaboratrice. Et avant, j'ai été 16 ans en salarié agricole en porc. Voilà, chez un esseur-engraisseur. Voilà, j'ai 2 enfants. J'adore ce que je fais. Voilà, je suis en agricole depuis très longtemps. Après, je suis engagée aussi. Moi, je suis adjointe à la mairie de ma commune, Irodoire, au service commerce, artisanat, événements communaux. Et je suis également dans le bureau de mes enfants de l'école. Voilà. J'étais trésorière et maintenant, je suis simple membre. Et je viens de rentrer aussi dans le COPIL, la Chambre d'agriculture, donc avec les femmes. Voilà, donc on a une activité maraîchage avec une vente directe à la ferme 2 fois par semaine. Et sinon, on est en agriculture biologique sur 10 hectares. On fait toutes les cultures voilà, de légumes. On a aussi un atelier fruits rouges qui a été mis en place depuis janvier là, avec des fraises, des framboises et des camérisiers. Et on a des casiers automatiques. Et nous, la grosse partie de production part dans les magasins spécialisés bio ou non bio. Donc voilà, grande et moyenne surface. Eh ben, merci Marie. On reviendra sur la question de l'engagement tout à l'heure. On va Ophélie, installée depuis 2015, si j'ai bien noté. Ça marche? Oui. Oui. Alors oui, du coup, moi je suis installée depuis 2015, c'est ça. Moi, je me suis installée du coup sur la commune de Plunec dans le Finistère avec mon père à la base.
en GAEC, donc à égalité, 50-50, sur une exploitation du coup de porcs naisseurs-engraisseurs et de vaches laitières. Et mon mari, du coup, s'est reconverti en agriculture. Il était pâtissier boulanger de base. Il nous a rejoints en 2016 en tant que conjoint collaborateur et il s'est associé avec moi en 2022 pour reprendre en fait la place de mon père. On a à peu près une centaine d'hectares. Et moi, du coup, je me suis engagée syndicalement. J'ai repris la présidence en fait d'un syndicat sur mon canton. Depuis là, le début d'année, avant j'étais engagée en simple membre. Voilà, qu'est-ce que je pourrais rajouter? Donc, du coup, je suis maman de 2 enfants, 2 petits garçons et j'ai 34 ans. Voilà. J'ai envie de vous dire à toutes les deux, comment vous avez réussi à sortir? Parce que comme vous voyez, dans une des raisons, c'est les charges domestiques à la charge des enfants. Comment vous avez réussi à percer ce plafond de verre et de sortir de chez vous et de vous engager? Comment ça s'est passé? Je ne sais pas, Marie, vas-y, une de vous. Ouais, moi, tout simplement, voilà, moi j'aime sortir déjà de chez moi, j'aime discuter avec les gens, d'où aussi la mise en place de la vente directe à la ferme chez nous. Voilà, moi j'ai besoin de voir des gens, j'ai besoin de sortir. Mon mari, c'est très bien et c'est pas un problème pour lui. Il garde les enfants, il gère quand il y a besoin. Et voilà, je trouve que c'est important d'avoir une place à l'extérieur, de rencontrer des gens. Je trouve qu'on échange énormément, on apprend, on échange en fait sur plein de choses. Et je sais pas, c'est comme ça, j'avais envie de bouger, de sortir, de pas rester chez moi toute seule. Et alors, Ophélie, toi, tu as dit, mon mari s'est engagé. J'ai dit, moi, ce soir aussi, je m'engage, je reste pas à la maison. C'est exactement ça. En fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que oui, voilà, mon mari, forcément, a été contacté pour rentrer dans d'autres engagements, enfin dans des engagements en fait. Et voilà, moi, ça m'a un peu piqué. Parce que je me suis dit qu'au final, c'était pas juste, parce que moi, je m'étais mis beaucoup de charges mentales vis-à-vis des enfants, vis-à-vis de la maison, alors qu'on travaillait à égalité sur l'exploitation. Et que lui, il trouvait du temps pour aller, pour pouvoir s'engager et développer son réseau à lui. Donc voilà, moi, j'ai dit stop. Qu'on pouvait continuer comme ça, mais que voilà, moi aussi, il fallait que j'ai du temps, que moi aussi, je voulais mon réseau, que moi aussi, je voulais sortir un petit peu de la ferme, même si voilà, on avait un réseau, une vie sociale riche. Voilà, je voulais m'engager moi aussi. Ouais. Et alors, comment ça a été négocié ou ça a été facile? Comment ça s'est passé par rapport à l'organisation du travail, les absences? Enfin, comment vous arrivez à vous débrouiller? Alors nous, ça a été assez simple parce que mon mari, lui, il a tout de suite compris, parce qu'il trouvait aussi que c'était injuste la répartition qu'on avait à la maison. Donc, il s'est un petit peu plus engagé dans les tâches ménagères, alors qu'il en faisait déjà beaucoup, mais voilà, il a consenti qu'il fallait mieux partager. Après, j'ai les enfants qui ont grandi, donc qui m'aident aussi beaucoup au quotidien. Et ce qu'on a mis en place pour se faciliter la vie, c'est un agenda partagé. Comme ça, en fait, le premier qui inscrit une réunion a le créneau. Voilà, donc il n'y a pas de bagarre à ce niveau-là. On sait quand on est là, quand on n'est pas là, s'il y a des engagements spéciaux pour la famille ou les enfants. Et on prend nos engagements, nos rendez-vous quand il y a des espaces libres. Et pour toi, Marie, toi, c'est comment ça se passe? C'est plutôt toi qui pousse pour l'extérieur, vas-y. Ouais, non, après, nous c'est pareil chez nous. Mon mari est engagé aussi, il est dans le bureau de la CUMA. Il est également, il était président de l'école aussi, nous, au niveau de l'OGEC. Donc, on était tous les deux, on est tous les deux encore engagés, tous les deux ensemble. Et nous, nos enfants, on les laisse le soir quand on a 2 réunions. Voilà, on n'est jamais très loin. On a les portables, ils ont 13 ans, enfin presque 14 et 10 ans. Donc voilà, on part,
on s'entraide à aller coucher et puis ils savent qu'on n'est pas très loin. Et sinon, après, si l'un ou l'autre a une réunion, en fait, c'est l'autre qui gère, quoi. Et alors, pardon. Non, j'allais dire, quand il y en a un qui part en réunion, on s'arrange pour que, voilà, que l'autre, il n'a pas. Enfin, on s'entraide, quoi. Il n'a jamais rien dit là-dessus. Et quand on préparait ce webinaire, tu me disais, Marie, pour toi, l'engagement, c'est vraiment l'engagement, c'est tu te nourris et tu nourris les autres. En fait, c'est un apprentissage mutuel. Et c'est ça qui est important. Ah oui, pour moi, c'est super important. Je vous dis, moi, ça fait 10 ans que je suis dans l'OGEC, donc de mes enfants à l'école. Et après, on est venu aussi pour le conseil municipal. Bon, là, c'est un gros engagement parce que je devais être juste conseillère municipale, je passe adjointe. Donc, c'est beaucoup de temps aussi. Mais d'ailleurs, quand je suis rentrée adjointe, moi, tous mes collègues, on est 5 adjoints. Ils avaient tous des responsabilités. Enfin, ce n'était pas tout à fait les mêmes métiers. Moi, j'arrive avec je suis en agriculture. Et ils m'ont tous regardé. Ils m'ont dit, écoute, tu vas nous apprendre et on va t'apprendre. Et en fait, je trouve ça génial parce qu'ils avaient des fausses idées sur l'agricole et en fait, j'arrive à leur montrer que voilà, que c'est pas parce que je suis une femme déjà que je devrais pas être là et c'est pas parce que je suis en agriculture que je devrais pas non plus avoir ma place. Donc, mais ouais, c'est super enrichissant. En fait, ça ouvre énormément de portes. On rencontre des gens. Voilà, on échange nos idées, nos envies et puis ça nous fait sortir. Et ça nous fait aussi, moi, c'est super important de prendre soin de moi aussi. Donc, ça nous permet de s'habiller, avoir des tenues un peu plus habillées la semaine parce que forcément, toute la semaine en bottes et en cotte dans les champs, on est content aussi de s'apprêter un peu pour sortir. Et pourtant, Ophélie, un syndicat, alors s'il y avait des femmes ou tu étais la seule fille, cette notion de machisme, est-ce que tu la vis, toi, tu la ressens? Est-ce que tu as eu des oui-dire, des échos? Voilà, comment ça se passe? Oui, il y a eu, mais pas plus qu'à mon installation. Enfin, parce que quand je me suis installée, j'avais déjà entendu les grosses lignes qu'on pouvait avoir, il est où le patron, donc voilà, enfin, rien de. Alors, c'est pas qu'on s'habitue, parce qu'on ne devrait pas s'y habituer, mais on apprend à répondre et à prendre du recul. Donc, ça aide à se renforcer, en fait, de se confronter des fois à des réflexions complètement stupides. Mais je pense que quand même, aujourd'hui, la plupart des hommes ont conscience qu'on est à égalité, on a les mêmes capacités. Par contre, on va avoir d'autres forces et de pouvoir amener les choses avec plus de sérénité. On va aller moins au conflit, on va réussir à plus arrondir les angles entre certaines personnes, ce qui justement est plutôt une force en fait par exemple dans un syndicat où il y a forcément des opinions différentes, ce qui est normal et ce qui est intéressant. Et est-ce que vous avez, je ne sais pas, des messages par rapport à ce que vous avez envie de passer à vos autres femmes, enfin vos autres collègues sur l'engagement? C'est quel message? Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur, faut pas avoir peur des réflexions qu'on pourrait avoir. On vaut autant, c'est nous qui doutons de nous. Nous sommes notre principal frein en fait au final. Et c'est nous qui nous mettons une énorme pression souvent vis-à-vis de nos enfants, vis-à-vis de notre maison. Si tout n'est pas parfait, c'est pas grave en fait, parce que si nous on ne prend pas soin de nous et si nous on ne fait pas ce qu'on a envie et on ne se passionne pas pour certaines choses, c'est la famille qui va pas fonctionner non plus. Et si jamais on a un peu peur de prendre des engagements, il faut partir petit et voir ce qu'on est capable et avancer au fur et à mesure. On n'est pas obligé de prendre des gros engagements au départ. Marie? Ouais, moi aussi, c'est pareil. Hein, c'est voilà, faut y aller, faut essayer. Et puis, enfin voilà, on n'est pas plus bête que d'autres. C'est pas parce qu'on est des femmes qu'on n'a pas le droit non plus de sortir. Si on a une famille et qu'on a des enfants, on les a fait à deux. Donc, je pense que c'est important de faire du 50-50. Et puis, je pense que pour s'épanouir, faut aller voir l'extérieur. Faut aller voir ce qui se passe. Faut pas fermer. Et voilà, et quand on est bien, on partage, et quand on n'est pas bien, ça permet de voir aussi les gens en face qu'il y a d'autres problèmes que nous. On peut échanger et partager des choses et sortir. Surtout, faut sortir, quoi. Faut discuter et voir ce qu'il y a autour.
Il n'y a pas que l'exploitation, il y a plein d'autres choses, en fait. Ouais. Moi, j'encourage. Ouais. Merci à vous deux. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions dans l'assistance, par le chat, soit en prenant la parole directement. Non. En tout cas, merci. Je ne sais pas, je ne vois pas. On va arriver à la… Pardon ? On arrive à la conclusion de ce webinaire. Je laisse Marie-Isabelle, si ça ne te dérange pas, de continuer. Donc, merci beaucoup pour ces témoignages. Hein. C'est super et puis on le relaiera parce que je pense que c'est important que ce soit entendu aussi par des porteurs de projets hommes et femmes. Sébastien, du coup, a un souci sur sa ferme. Là, je voyais dans le chat, donc on va conclure sans lui, hélas. Eh bien, effectivement, on a des travaux en cours pour lever ces freins et ça a été évoqué. Hein. Il y a des freins dès l'installation. Donc, on a tout un travail qu'on fait sur l'attractivité des métiers. Donc, c'est casser des idées reçues, mais j'ai envie de dire aussi bien de l'agriculture et de la vision de l'agriculture par des non-agriculteurs que aussi par l'installation des femmes et la place des femmes par rapport à des agriculteurs. Voilà, il y a beaucoup de travail à faire pour casser des idées reçues, travailler sur l'image, sur l'importance de la diversité, la réalité des métiers et la qualité de vie au travail. Vous en avez parlé, de l'épanouissement des personnes, de l'importance d'aller vers du collectif, de la formation, des groupes. Donc ça, c'est vrai pour les hommes et pour les femmes. Le travail sur la personnalisation des accompagnements, donc je l'ai évoqué tout à l'heure, on essaye d'être un peu au cas par cas et que les conseillers puissent répondre aux besoins spécifiques des différents publics qui sont de plus en plus divers d'ailleurs, aussi bien hommes-femmes, mais aussi des personnes en reconversion professionnelle, des personnes qui ne sont pas issues du milieu agricole, qui ont envie de faire des productions différentes, avec des modèles différents. Donc, important aussi de pouvoir accompagner ces projets-là. Sensibiliser à la diversité des profils. Donc notamment, on a fait tout un travail aussi sur, et c'est Nabila qui était, et le groupe Égalité Parité qui a travaillé sur le guide du handicap. Et puis l'importance d'avoir des formations techniques aussi dont ont besoin les femmes et parfois en groupe non mixte. Peut-être Nabila sur ce qui est prévu un petit peu en termes de travail. Je te laisse la main. Oui, il y a des prochains rendez-vous et puis je vois que dans le groupe, il y a Isabelle Salomon qui est là et qui pourrait peut-être donner quelques éléments sur le Finistère. Donc, il y a le 24 septembre, c'est un rendez-vous agriculture au féminin. Ça sera la 19e année que cet événement existe. C'est le 24 septembre. Il est dédié à toutes les femmes en agriculture, qu'elles soient salariées ou qu'elles soient chefs d'exploitation, avec ou sans, installées ou pas installées. Le thème c'est une thématique qui a été choisie par le groupe de comité de pilotage, c'est la charge mentale qui sera traitée à cette occasion-là. Le 18, c'est le 15 octobre, je me suis trompée, c'est le 15 octobre 2024, c'est le même événement est conduit dans le 35, ce sera la 12e année, je crois. Et le thème qui a été retenu par ce comité de pilotage est le management des salariés dans les exploitations agricoles. Et je pense que Marie, tu fais partie de ce groupe-là. Oui, voilà, oui, tout à fait. Voilà, tu construis. Et le 5 novembre, c'est la journée départementale dans le Finistère. Et je crois qu'Isabelle, si tu es là, tu pourras en donner quelques éléments complémentaires si tu as la possibilité. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui. Oui, alors juste le titre, c'est Super-héroïne de l'agriculture. Ah, c'est pas effectivement maintenant. Ok. C'est pas non. L'idée en fait, c'est de faire une journée, de réaliser une journée, et sur cette journée, elle va se faire par atelier, et un atelier sur un peu comment s'organiser. Alors c'est des choses qui ont été évoquées tout à l'heure sur l'organisation, donc avec une intervention d'une collaboratrice Chambre d'agriculture, donc qui travaille sur ce thème-là. Et après, il y a une idée de quiz. Donc, il y a 3 ateliers. Il y a une idée de quiz sur tout un tas de questions qui a été travaillée par rapport à l'intérêt d'être en agriculture, alors sur l'aspect production, sur l'aspect environnement, enfin tout ce qu'on peut apporter. Et ça permet aussi de pouvoir des fois répondre aux attaques de nos détracteurs. Et un 3e atelier qui est en cours de finalité. Donc, cette journée va se passer au Juvénat à Châteaulin. Et on travaille à l'idée aussi d'avoir un grand témoin.
Donc, en fait, on s'est réunis pour chercher un thème. Et puis, on s'est rendu compte qu'on était, comme on l'a dit souvent, on est un couteau suisse, puisqu'on fait beaucoup de choses. Et en étant femme, on l'a dit tout au long de ce webinaire, on fait encore plus de choses des fois. Mais cette journée n'est pas ouverte qu'aux femmes, elle est ouverte aussi aux hommes. Donc, je vous invite à y participer. On va commencer la communication d'ici très peu de temps. Donc, je pense que j'ai tout dit. Ben, merci Isabelle. Sur le Morbihan, eh bien, il y a un travail qui a des groupes, une commission d'agricultrices qui existe et ils ont fait un sacré travail dans le cadre du JE2E sur le bien-être humain et animal. Et donc, tout ce travail-là qui a été effectué va être vulgarisé autour d'un webinaire, des fiches pratiques, des temps de réunion, etc. et de partage de ces questions techniques liées au bien-être liées à l'animal. Je ne sais pas. Et évidemment, pardon, est-ce qu'il y a d'autres… Et évidemment, nous avons la page Facebook Agricultrices de Bretagne qui est assez référencée. Si vous avez, je vous rappelle, si vous avez des informations concernant les actions que vous conduisez, on peut les diffuser. Voilà, bon. Je crois qu'on arrive à la fin de ce webinaire. Je laisse Marie-Isabelle conclure. Non, rien de plus à ajouter, si ce n'est que oui, le support est bien sûr disponible. On pourra le renvoyer aux personnes inscrites et puis et le valoriser. Et qu'on a enregistré, merci Elodie, le webinaire avec vos témoignages et on le valorisera. En tout cas, c'est important pour nous, chaque année en tout cas, d'avoir ce rendez-vous ouvert à tous sur ces chiffres clés et la place des femmes en agriculture. En espérant que ça s'améliore vite et on voit qu'on a des témoins qui nous donnent des raisons de porter cette agriculture au féminin avec des rendez-vous à venir. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou des souhaits d'intervention, mais voilà pour ma part. Il y a une interrogation de Sophie du GAP 56. En fait, c'est Christophe Taché qui suit ce dossier-là dans le Morbihan. Il est basé à Pontivy, donc il faut se remettre en relation avec lui. Et je dis encore merci à Marie et à Ophélie et à vous toutes et tous d'être là. Et merci aux collègues avec qui on prend plaisir de collaborer. Voilà, à bientôt.